Allez, c'est parti pour un décryptage fascinant. On va plonger ensemble au cœur d'un débat philosophique majeur. On va essayer de comprendre comment la pensée occidentale traite ce qu'on appelle l'autre avec un grand A et comment on pourrait peut-être enfin apprendre à embrasser la véritable différence. C'est un sujet dense, plein de nuances, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Toute cette réflexion, elle prend racine dans un événement vraiment marquant. Imaginons un peu la scène. On est au Centre Sèvres et des penseurs absolument brillants comme Jacques Derrida et Pierre-Jean Labarrière se réunissent pour débattre. Le sujet de fond, cette tension permanente, presque électrique, entre notre propre identité, ce fameux repère qui nous rassure, et l'inconnu le plus total, le radicalement différent. Pour ne pas se perdre en route, on va suivre un plan très simple en 4 étapes. On commencera par l'illusion de l'identité, puis on passera à la trace de l'autre, on enchaînera avec la célèbre stratégie de la déconstruction et on terminera en beauté sur une logique de l'expérience. Première étape donc, l'illusion de l'identité. C'est cette espèce de quête interminable, presque pathologique, du savoir absolu. En fait, il faut savoir que la philosophie occidentale a longtemps fait une véritable fixation sur l'unité, l'identité. On a cette obsession de vouloir maîtriser tout ce qui nous échappe, tout ce qui semble étranger. Un exemple parfait de ça, c'est ce que Hegel appelle l'Aufhebung. Derrida traduit ça par la relève. Concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est un processus où l'esprit essaye d'assimiler tout ce qui vient de l'extérieur pour le ramener bien au chaud, dans le connu. Bref, on essaye de domestiquer l'autre en l'absorbant dans le même, sans rien perdre au passage. C'est un peu comme vouloir tout digérer. C'est exactement ce qu'on appelle le mythe de la réappropriation absolue. C'est littéralement une pulsion qui pousse à vouloir tout recentrer. Ça fonctionne presque comme une économie domestique très stricte. Le résultat de cette obsession, c'est simple. On efface la véritable diversité, on force tout ce qui est différent, tout ce qui est extérieur, à se conformer à notre propre moule, à une unité familière. Tout doit rentrer dans la case, de gré ou de force. Et c'est là qu'on glisse vers notre deuxième partie, la trace de l'autre. C'est le moment précis où cet héritage intellectuel un peu lourd commence sérieusement à être bousculé. Des penseurs comme Emmanuel Levinas sont arrivés et ont dit « Oh là, stop ». Ils ont remis en question cet impérialisme intellectuel. Pour bien comprendre, on peut opposer deux grandes visions du monde. D'un côté, on a la tradition grecque, qui est à fond sur le logos, la lumière, la présence, le fameux « même », vraiment ancré dans l'objectivité théorique. De l'autre côté, ce que Levinas appelle la tradition juive, qui se concentre sur l'idée de la trace, de l'infini, et d'un autre qu'on ne peut absolument pas assimiler. Face à l'obsession d'assimilation, on propose ici un respect total et inconditionnel pour l'inconnaissable. Pour Levinas, c'est très clair. La vraie éthique, elle ne commence que lorsqu'on se prend de plein fouet l'éruption de l'autre personne. C'est une rencontre avec quelqu'un qui vient briser notre propre miroir et qui refuse catégoriquement d'être mis dans une boîte. L'idée, c'est de maintenir une extériorité absolue, d'accueillir l'inconnu à bras ouverts et surtout de rejeter cette violence sournoise qui consiste à vouloir tout conceptualiser, tout réduire à nos propres termes. Ce qui nous mène directement à notre troisième grand axe, la stratégie de la déconstruction, avec l'intervention presque chirurgicale de Jacques Derrida. Derrida, il a très vite capté qu'attaquer le système de France, ça ne servait à rien, parce que le système finit toujours par vous absorber. Alors il propose une vraie stratégie de contournement. Et son arme secrète, c'est la différence. Attention, écrit avec un A. C'est un concept fascinant. Ça agit comme un marqueur pour montrer que le sens est toujours repoussé, toujours en décalage. C'est la preuve ultime que l'autre habite déjà secrètement chez le même. Il est là, incognito, pour déstabiliser les choses de l'intérieur et résister à tout enfermement. Comment il opère ? Avec ce qu'il nomme un double geste. D'abord, on renverse les hiérarchies traditionnelles de l'intérieur, en utilisant les propres outils du système. C'est plutôt malin, non ? Ensuite, on prend tout ce cadre conceptuel et on le déplace vers ce qui est incalculable, vers tout ce qu'on avait exclu ou ignoré jusqu'ici. Donc, pour être très clair, la déconstruction, c'est pas du tout un jeu de massacre gratuit. C'est une logique hyper patiente qui cherche à ouvrir grand les portes à un événement totalement imprévisible. D'ailleurs, il y a une phrase incroyable de Derrida pendant les débats de ce colloque qui résume parfaitement cette vulnérabilité. Il lâche spontanément « Aucun texte n'est mien, aucun texte ne peut se défendre si l'autre ne vient d'abord à son secours ». C'est quand même fort. Ça veut dire que même pour un philosophe de son envergure, sa propre signature et le sens de son travail dépendent entièrement de la manière dont l'autre va les recevoir. Le contrôle absolu, ça n'existe pas. Allez, on arrive à notre quatrième et dernière étape, une logique de l'expérience, le moment où on va essayer d'harmoniser la vraie différence et la relation humaine. C'est ici qu'intervient le travail essentiel de Pierre-Jean Labarrière, analysé par Stanislas Breton, pour trouver un équilibre vivable au milieu de tous ces concepts vertigineux. L'idée phare, c'est qu'il faut absolument sortir de la pensée binaire. Il faut rejeter les dualismes manichéens. On n'est pas obligé de choisir entre une unité qui étouffe tout d'un côté et une fragmentation où chacun vit sur son île de l'autre. Le vrai défi, c'est d'arriver à honorer la relation humaine tout en gardant intacte la particularité irréductible de chaque différence.
Cette mécanique, elle se déploie en 3 temps très clairs, presque comme un tempo naturel. Étape 1, au commencement, il y a la différence, le choc initial. Étape 2, ce choc ne fiche pas les choses, non, il déclenche un élan vital, un mouvement. Et étape 3, ce mouvement aboutit finalement à une véritable relation, dynamique et partagée. C'est un engrenage. Différence, mouvement, relation. L'un ne va pas sans l'autre. Du coup, dans cette vision des choses, la philosophie prend vraiment un rôle de pont, elle devient l'entre-deux. La vie elle-même devient un espace de transit permanent. D'un côté, on a l'expérience brute, ce qui nous tombe dessus, et de l'autre, on a la parole, le langage. L'enjeu de notre existence, c'est d'arriver à négocier et à articuler tout ça pour construire une réalité commune, quelque chose qui a du sens et qu'on peut véritablement partager. Alors, après avoir suivi tout ce cheminement intellectuel, une question absolument cruciale reste en suspens. L'humanité est-elle véritablement prête à sauter dans l'inconnu? Est-on collectivement capable d'accueillir l'autre radical sans avoir immédiatement le vieux réflexe de vouloir le contrôler, le calculer ou le forcer à nous ressembler? C'est le grand défi de l'altérité. Accepter l'inconfort de la vraie différence pour pouvoir, enfin, vivre une relation authentique. Une réflexion qui donne sacrément matière à penser, non ?